Merci de rester toujours câblé au CFM, la radio des défis. Une fois encore, merci de nous renouveler votre fidélité. Quel regard jettent les acteurs politiques de la mouvance présidentielle sur l'accord de protocole signé entre le G4 et Fosclé. Et comme vous le savez déjà, cette signature du protocole d'accord intervient dans le cadre du choix d'un candidat unique pour la présidentielle de 2011. Cet acte que viennent de poser les acteurs politiques de l'opposition suscite déjà ou susciterait donc déjà des interprétations au sein de la famille d'en face. Je veux parler de la famille Foscori pour un bien émergent. C'est donc pour cela que nous recevons ce dimanche 6 septembre 2009 l'honorable Sylvain Zohou, député élu dans la 16e circonscription électorale, c'est-à-dire Cotonou, Kadjaoun et Bégamé. Et donc, ce dernier se prononcera sur cet accord. Mieux, on évoquera avec lui l'état des lieux au sein des Foscori pour un Bénin émergent dont il est issu, l'envoi et le retrait de l'inspection générale d'État par le chef de l'État. Au menu donc des échanges. Alors que nous sommes à quelques mois seulement de 2011, le député Sylvain Zohou nous dira le bien fondé de ses œuvres sociales puisque la dernière date était consacrée à la distribution de fournitures scolaires aux élèves de sa localité. Et puis bien d'autres sujets de l'actualité viendront meubler cette émission. Honorable Sylvain Zohou, bonjour. Bonjour, monsieur Adela. Alors, dites-nous, puisque vous venez de l'Assemblée nationale, enfin, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous avez entamé depuis quelques jours une tournée sur le territoire national. Quel est le bien fondé de cette tournée? Merci beaucoup, monsieur Adelacon. Je pense que c'est une tournée qui va dans le cadre d'information sur les lois que nous votons. Et au niveau de l'Assemblée, la première priorité des députés, c'est de voter les lois. Voter les lois, c'est pour qui? C'est pour la population. Et nous n'avons pas comme priorité d'aller diffuser ces lois-là. Mais nous remarquons que une fois que nous prenons les lois, la population, le peuple béninois n'est pas bien informé de ces lois que nous prenons. Or, nul n'est ignorer la loi. Donc, nous avons mis ça dans nos activités et c'est pour cela que cette tournée a été organisée. Et la population a beaucoup apprécié parce que ce n'est pas une tournée de Foscori, ce n'est pas une tournée de PRD, ce n'est pas une tournée de Madem, c'est une tournée de tous les députés républicains. Et nous sommes partis, chaque groupe est parti dans sa zone. Par exemple, moi je suis dans la zone de Atlantique littoral et maman, je vais dire, comme on a l'habitude de l'appeler, maman Rosine Vieira Soglo est le chef de délégation et moi je suis le chef de délégation adjoint. Nous avons parcouru toutes les communes de l'Atlantique et le littoral qui est composé seulement de Cotonou. Voilà ce que nous avons fait et nous avons profité de cette tournée parce que vous voyez, on ne peut pas aller parler de toutes les lois que nous avons prises. Et il y a une loi qui est d'actualité, la Libye. Et comme c'est d'actualité, c'est surtout sur ça que nous avons insisté au niveau de notre département, de notre tournée. Et vraiment, je pense que ça a beaucoup intéressé la population de nous voir ensemble, parce que ce n'est pas toujours que ce qu'on dit, ce qu'on voit à la télé, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas. Nous sommes des Béninois et on se parle. Donc, une fois, ils ont vu ça d'une manière concrète, que les députés, quelles que soient les conditions, sont des Béninois. Alors, est-ce que au cours de cette tournée-là, il n'y en a pas qui profitent pour faire un peu de la propagande pour leur parti d'origine? Bon. C'est arrivé déjà. Oh, bon, ça arrive, tu sais. Nous sommes avec maman, hein, et vous comprenez que maman ne peut pas parler d'elle un peu, ou maman ne peut pas ne pas parler de l'ARB. Mais moi, je l'ai beaucoup apprécié parce que elle le fait d'une manière naturelle parfois et que elle se ressaisit, on chahute, en tout cas, elle s'est comportée en grand-maman. Vous savez, quand on est grand-maman, hein, il y a certaines choses qu'on peut faire. Dans tous les cas, d'une manière globale, ça s'est très bien passé. Et moi, j'ai apprécié. Alors, dites-nous, cette tournée aurait coûté déjà combien au Parlement? Et justement, je ne suis pas le questeur et je ne suis pas de la question pour savoir combien ça peut coûter.
Dans tous les cas, ça De c'est... toutes les façons, c'est tourné à une incidence financière dans vos poches. Mais naturellement, parce que, et bien évidemment, toute activité prévue, ça dit engendre des dépenses. Mais bon, moi, je n'ai pas cherché à aller savoir combien ça nous coûte. Ce n'est pas le questeur. Bon, entre-temps, le questeur a dit qu'il y a eu décaissement des choses, il n'est pas au courant. C'est ça qui est un peu malheureux, parce que il a même parlé d'une lettre. Oui, il y a une lettre au président, il y a la commission Tchabisika dedans. Moi, je n'ai jamais, à l'Assemblée, jamais entendu parler de cette commission Tchabisika. Et c'est ça qui m'a un peu embrouillé. Et même si il y a eu décaissement et autres, vous voyez, notre institution Assemblée, là, c'est une grande institution. Et toutes les institutions de l'État sont régies par des règles. Et ceux qui ont rédigé notre constitution ont pris des garde-fous pour donner de considération à ces institutions-là, en mettant déjà dans des documents les procédures à suivre quand il y a problème. De telle manière qu'une institution ne se gère pas dans les rues. À partir de ce moment, si vous prenez l'article 84 de notre constitution, ça a bien mentionné, si vous voulez, moi je peux vous lire cela, ça a très bien mentionné que s'il y a problème, l'article 84 qui dit ceci par exemple. Le président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée nationale de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées. Tout député peut adresser au président de l'Assemblée des questions écrites et orales sur ses activités et sa gestion. L'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié. Si le constitutionnaliste a déjà mis ça, c'est pour que nous restions entre nous, pour gérer l'institution entre nous. Mais s'il y a problème, vraiment, moi, je regrette que chaque fois qu'il y a problème de règles au niveau de l'Assemblée, c'est au niveau de la rue que ça se gère. Ça fait un peu mal, ça frustre, parce que ça ne donne pas de crédibilité, par exemple, à cette institution-là. C'est ça qui m'a gêné. Et oui. Encore vraiment. Oui, puisque Saka Fikara, oui. En fait, dans sa lettre, il estimait qu'il y a certains agents sur Baten, enfin, qui sont sous sa tutelle et qui lui ont manqué quand même un certain nombre de respect parce qu'il y aurait eu un décaissement illégal alors qu'il n'était pas informé, alors qu'il était absent. Alors, dans tous les cas, oui. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je dis, c'est une question de principe de gestion. Si par exemple, chaque ministère, chaque direction, chaque fois qu'il y a manquement, vont écrire dans les journaux, j'espère que vous, les journalistes, vous serez fatigués. Hein. Dans tous les cas, moi, je pense que s'il y a ce problème, c'est un problème de l'Assemblée. C'est un problème entre le questeur et le président de l'Assemblée nationale. Ça doit se gérer au niveau de l'Assemblée nationale et non dans les rues. C'est tout ce que je dis, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, nous allons évoluer donc. Nous allons aborder cette fois-ci l'accord de protocole, la signature d'accord de protocole qui est intervenue la semaine écoulée au domicile du couple Soglo pour le choix d'un candidat unique. G4 et Force Clé sont désormais ensemble. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet accord? Et vous avez dit que G4 et Force Clé sont désormais ensemble. G4 et Force Clé sont désormais ensemble, ça, je ne comprends pas. Parce que G4 et Force Clé étaient déjà ensemble normalement. Institutionnellement, maintenant ils sont ensemble pour 2011. Pas institutionnellement. On a bien dit protocole. Ils ont signé un protocole d'accord. C'est un protocole, vous avez bien dit. Oui. Un protocole, accord protocolaire. C'est un processus. C'est bien ça, hein? C'est un processus. Oui. Un accord protocolaire. Tout à fait. C'est un processus. Et je ne vais pas mentir. Dans tous les cas, moi je ne suis pas GK, je ne suis pas Force Clé. Mais avant d'aller faire signer ce protocole, que nous allons appeler protocole d'accord de Cotonou, il y a eu des actions. Nous avons eu regroupement de Kounou, nous avons eu une grande activité de Boycon. Les assises de Boycon. Les assises de Boycon. D'après ce que nous connaissons, à partir des assises de Boycon, ils étaient déjà ensemble, fortement ensemble.
parce que des actions avaient commencé. Il y a une grande marche où maintenant on parle de protocole d'accord. Et je ne sais pas si vous avez lu ce protocole, article par article. Dans tous les cas, avant qu'il n'aille signer ce protocole, nous les journalistes, vous les journalistes, tout le monde, tous les Béninois, s'attendaient à quelque chose. C'est le choix de candidat unique. Du choix de candidat unique, on nous sort un protocole d'accord. Le protocole d'accord qui n'a pas sorti le candidat unique. On est quand même à plus d'1 an, il faut attendre un peu. Mais pourquoi c'est annoncé? Puisque c'est un processus. C'est un processus qui a commencé. Les tractations vont se poursuivre. D'accord. Il faut qu'on soit d'abord ensemble avant Ensemble. de... Voilà. Bon, ils ont toujours dit qu'il n'y a pas de problème par rapport à cela. Le candidat unique, si c'est choisi tôt, ça peut aguerrir plus. Dans tous les cas, ce qui est sûr est que le choix du candidat unique qu'on a entendu. Maintenant, on est parti et on a signé un protocole d'accord. Moi, quand j'ai lu les articles, ça m'a embrouillé. Ça m'a vraiment embrouillé parce que j'ai eu l'impression qu'on est parti pour quelque chose et qu'on n'a pas, je ne sais pas, ce qu'on nous sort, le document qu'on nous sort, moi ne me satisfait pas parce que c'est comme si quelque chose s'est passé là-bas. Mais il faut dire il faut essayer de satisfaire le peuple. Prenons, si vous voulez, nous allons prendre les articles. Oui. L'article premier, par exemple, qui dit ceci. Mener à l'avenir toutes les actions publiques ensemble dans un creuset unifié de manière à accroître leur efficacité. C'est bien ça? Oui. Donc ça veut dire que les actions jusqu'ici ne sont pas unifiées. Donc il y a un constat. Il y a un constat. Est-ce que ce constat ne fait pas peur? Si par exemple nous sommes dans une logique déjà d'activité, parce que même si nous disons opposition non déclarée ou autre, c'est une opposition quand même, qui a déjà des options. Et jusqu'à présent, ils ont déjà fait des actions. Et c'est maintenant qu'on met dans un article pour dire que les actions soient unifiées. Moi, je dis déjà qu'il y a un peu de peur. Or, ceux qui sont partis signer ces protocoles d'accord ne sont pas n'importe qui. C'est des grands politiciens. Moi, je vois là un acte hautement politique qui, si on ne sait pas faire, ceux qui ne vont pas lire, parce que combien de Béninois vont lire le protocole d'accord? Ceux qui n'ont pas lu ce protocole d'accord vont croire à quelque chose de tangible, de très fort. Or ça là, ça montre que... Moi, je suis un peu gêné. Vous voulez dire que c'est léger ce qu'ils ont fait là? Bon. Ça vous fait pas peur? Je ne sais pas si c'est toi qui le dis comme ça. Non, mais... dites-nous. Non, dans tous les cas. Oui, c'est comment? Apprécier. Oui. Non, vous appréciez, nous. Moi, j'ai déjà dit. Oui. Ce qui me laisse un peu perplexe là, Oui. c'est maintenant qu'on veut unifier. Alors que depuis longtemps, avec les matchs, ils sont ensemble unifiés et forts. Alors, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'institutionnalisation de leur union. Et à Boycon, c'était quoi? C'était les assises. Et vous savez que c'est un processus, il faut commencer quelque part. Donc c'est maintenant qu'on commence par être inquiet, il faut vite institutionnaliser. C'est ça. C'est vous qui pensez que non, c'est non, inquiet? non, je peux penser comme je veux. Allez-y. Merci beaucoup. Deuxième article. Oui. On dit mettre en place un mécanisme de gestion et de règlement des différends dans un esprit d'unité et de prévention. Vous voyez encore? Oui. Et sincèrement, nous sommes tous des intellectuels. Même si on dit que tout cadre n'est pas intellectuel, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont des intellectuels. Et ce deuxième article-là, moi, je vous laisse comme sujet. C'est un véritable sujet de réflexion. Mettre en place un mécanisme de gestion et de règlement des différends dans un esprit d'unité et de prévention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des choses inquiètent. Moi, j'utilise toujours ce mot-là. Ça veut dire que des choses inquiètent, des différends. On est ensemble.
on est déjà unis dans des actions. Et maintenant, on commence pas à mettre des choses pour régler des différends. Des différends par rapport à quoi? Dans tous les cas, il y a inquiétude toujours. Pas ailleurs, hein, en leur sein. Mais c'est une Merci manière. beaucoup. Est-ce que ce n'est pas une manière d'être proactif? Oui, oui, c'est bon. Mais c'est bien d'être Non, proactif. non. Moi, je ne condamne pas l'article. Puisque même C'est chez vous. pour... Oui. Oui, même chez vous. Oui. C'est il y en a quand même Mais- qui graissent les dents, mais qui ne disent peut-être pas. Même dans un même parti. Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Mais ce qu'on nous dit et ce qu'on nous présente et qu'on croit que, le peuple croit que c'est fort. Nous sommes d'accord. Et dans un protocole d'accord, moi, je suis en train de voir que c'est maintenant qu'on veut unifier. C'est maintenant qu'on veut faire ça. C'est maintenant qu'on veut faire ça. Et je pense que nous allons revenir globalement sur ça tout à l'heure. Laissez-moi lire D'accord, les allez-y. articles par article. Article 3. On dit s'engager dans un processus continu d'unification de leur organisation qui insuffle à tous et à chacun, militants et dirigeants, le sentiment d'appartenance à un seul et même ensemble politique et débouche à terme sur la constitution d'une force politique puissante, disciplinée, crédible. L'inquiétude persiste. Si on est dans un groupe et qu'il y a trop d'inquiétude, moi je pense que dans tous les cas, je ne fais pas apprécier. Je continue. 4. Constituer dès la signature du présent protocole d'union des groupes de travail pour arrêter les modalités pratiques de ce processus d'unification. Chaque fois, dans l'article, on parle d'unification. Je pense que c'est le mot fort. Ce mot fort me dit, moi, donc, mais je ne sais pas pourquoi on insiste tellement sur l'unification, alors que si on s'est rassemblé, c'est par rapport à un idéal fécond, où on s'est déjà unifié par rapport. Et maintenant, c'est pour cela que je vais dire, est-ce que par hasard, ce n'est pas un protocole d'accord de peur? Dans tous les cas, continuez encore un tout petit peu, vous allez voir. L'article 5 dit, élaborer pour toute force politique un document commun de référence, dénommé Charte de l'Union et du Développement, comportant un volet de principes et règles de son organisation et de son fonctionnement, un autre volet de projets de société qui assure le développement économique et social de notre pays dans le respect des valeurs de paix, de tolérance, d'intégrité, d'abnégation et de service. Là, ce n'est pas grave. Ce qui est logique, c'est normal. Mais l'article 6 maintenant, choisir en leur sein, selon un mode démocratique, approprié, convenu entre les signataires du présent protocole, un candidat unique aux élections présidentielles de 2011 et aux échéances présidentielles à venir. À ces occasions, le dit candidat est porteur d'un programme de gouvernement issu du projet de société. Les modalités de mise, c'est cette partie-là qui m'intéresse, les modalités de mise en œuvre de la procédure de désignation du candidat unique aux élections présidentielles de 2011 sont consignées dans un document annexe au présent protocole dont il fait partie intégrante. Où est le document annexe? C'est fait, partie intégrante. Est-ce que ce document existe vraiment? Le document est vraiment annexé. J'ai eu l'impression tout simplement que j'ai bien dit l'impression, je ne suis pas du groupe. Mais quand on finit de lire jusqu'à un certain point, on se demande, est-ce qu'ils ne sont pas partis faire autre chose et nous livrer autre chose? Dans tous les cas, c'est pour cela que moi, je respecte ceux qui ont signé ce protocole d'accord. C'est des grands politiciens. Et moi, je vois à travers cela qu'ils ont joué vraiment
à la grande politique. Et ils nous ont donné ce qui peut, par exemple, aller apaiser le peuple béninois, tout simplement. Dans tous les cas, c'est un protocole, s'il faut demander mon avis dessus, c'est un protocole d'accord, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que malgré tout ce que vous avez dit sur ce protocole d'accord, est-ce que malgré cela, c'est un protocole d'accord qui vous permet, vous, au niveau donc, de la famille FCBE, de vous préparer mieux? Dans tous les cas, vous voyez, c'est un protocole d'accord qui ne fait pas peur du tout. Ah. Oh oui, pas du tout, pas du tout. Parce que si on voit le protocole d'accord, ça veut dire que c'est maintenant qu'on veut forcer un groupe unifié. Qu'on veut forcer, il faut bien comprendre ce que je dis, qu'on veut forcer un groupe unifié. À Kouhounou, à Boycon, il y a G13. Aujourd'hui, il y a G4F. On veut forcer un groupe unifié. Laissons le temps, c'est le temps qui fait l'histoire. Dans tous les cas, tout ce qu'on a dit là ne doit pas faire peur. Et nous sommes en démocratie. C'est pour cela que je suis très fier de mon peuple béninois. Quoi qu'on dise, notre démocratie est dynamique. Elle est dynamique parce que si par exemple des groupes peuvent se réunir comme ça pour que l'étendue politique se réduise un peu, ce serait pas mal. Moi, je leur conseille vraiment d'aller dans ce sens-là, véritablement. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a trop de peur. Alors, quand je lis ça, oui, ça dit, donc à partir de ce moment, moi, ça ne m'inquiète pas du tout, parce que ce n'est pas un protocole d'accord qui gêne. Ce n'est pas un protocole d'accord qui gêne. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que au niveau de notre groupe de mouvance, s'il faut le dire d'une manière globale, oui, ce n'est pas s'il y a un protocole d'accord ou pas. Nous autres, nous sommes au pouvoir. Nous allons penser beaucoup plus au développement qu'à la politique. Est-ce que vous pensez que les autres ne pensent pas au développement? Ils ne sont pas au développement maintenant. Ah. Nous gérons, mais les autres, ils ne gèrent pas. Nous sommes d'accord, nous sommes comptables, mais les autres ne sont pas comptables. Mais ils peuvent aider. Ils peuvent aider normalement le gouvernement. Comme ils le font. Justement. Oui, ils le font. Ils le font. Ils le font. Oui, vous reconnaissez ça au moins. Attends, ils le font. Mais la manière compte. Est-ce que vous voyez? La manière. Quand je dis les gestions dans les rues, non, ce n'est pas de cette manière. Nous avons, à ce niveau, des grands politiciens. Et si, par exemple, c'est un groupe d'opposition bien structuré, ce n'est pas quand il y a un problème, mais il y a des problèmes importants que ce groupe doit analyser, voir ce qu'il décide, aller voir le chef de l'État pour faire leurs propositions. Mais c'est-à-dire, on constate ici que la prise de pouvoir est au-dessus de tout, ce qui est normal. Un parti politique qui est né doit chercher à arracher le pouvoir. Mais en même temps, moi je pense, doit aider, parce que même si vous venez au pouvoir, mais il faut gérer un État. Comme on l'a dit, nous parlons d'émergence, mais aussi il ne peut pas ne pas parler d'émergence. Un État émergent, c'est quelque chose qui est utile à nous tous. Donc il doit participer à l'émergence, parce que quand vous allez venir au pouvoir, mais vous n'allez pas chercher à diriger un pays qui est dans le gouffre. Je ne pense pas du tout. Or, nous savons tous que ce pays-là, si nous parlons d'émergence, c'est immergé. Nous sommes à l'émergence. C'est pour cela que nous parlons d'émergence. Donc, tout le monde doit parler ce langage-là. Mais si, coûte que coûte, la prise de pouvoir doit amener à chaque fois à l'attaque pour détruire, moi je pense que ça ne porte pas évolution. Il y a la manière de faire. Dans tous les cas, moi je pense que nous sommes là au pouvoir. Nous devons penser au développement. C'est comme on le dit au chef de l'État. Il fait trop de précipitations. Il fait telle chose. C'est normal. Et vous êtes venu dans un monde où tout est dégradé. Vous n'avez que 5 ans. Et vous allez attendre et juxtaposer les efforts. Ce n'est pas possible. On ne peut pas juxtaposer les efforts, on ne peut pas juxtaposer les faits. On peut lancer plusieurs activités à la fois. D'autant plus qu'on a plusieurs ministères.
Si j'ai plusieurs ministères, si j'ai 15 ministères, je peux lancer 15 actions. Parce qu'il ne faut pas d'abord que le ministère de la Santé finisse ses activités avant que le ministère des TP ne commence. Il ne faut pas que le ministère des TP finisse avant que le ministère de la Culture ne commence. Dans tous les cas, une fois qu'il y a l'opportunité, on peut lancer plusieurs activités à la fois. Et je pense que c'est le président de la République qui est comptable. Même si c'est la précipitation, laissez-le aller jusqu'au bout. Et après, nous allons faire la comptabilité. Nous allons essayer de voir, dans votre précipitation, vous êtes parti jusqu'où. C'est ça qu'on va apprécier. Maintenant, on veut qu'il ne se précipite pas. Or, nous savons que le président de la République, Dr Yahya Boni, n'était pas un chef parti. Il était un président d'une banque de développement. Donc, à son arrivée, ce qui doit le préoccuper, c'est le développement. Et ça de vitesse. On n'est pas habitué à cela. On est habitué à une gestion statique. Maintenant, lui, il est venu pour une gestion dynamique. Ça doit gêner. Ça, c'est clair. Dans tous les cas, moi, je pense que rien ne gêne. Et nous sommes... on a la tête sur les épaules. Donc, le protocole d'accord, c'est un non-lieu. Oh, bon. C'est ça que vous voulez dire. Et ça ne fait pas peur. Et ça ne fait pas du tout peur parce que moi, je souhaite bon vent cela. Si vent il y a, parce que vent aussi, c'est une force. Parce que vous savez qu'en physique, et quand on parle de vent, c'est quand il y a dépression et pression. Et le vent aussi se constate. Quand le vent souffle, on constate ça au moins sur son corps. Et je ne sais même pas s'il y a vent là. Mais dans tous les cas, moi, je les encourage à vraiment œuvrer pour l'unification dont je parle là. Et c'est là le point important. Unifier, ça veut dire qu'il y a danger quelque part. Et même ils sont en train de constater. Et ils sont en train d'appeler ceux qui ont signé cet accord-là à vraiment venir à l'unification. Parce que dans tout, il n'y a que unification. Si les actions sont déjà très fécondes, je pense qu'il n'y aura pas trop de problème d'unification. Alors, vous parlez d'unification au niveau donc, des GF, mais au même moment dans ce pays, nous avons eu droit à la naissance de l'UMPP. Oui. On parle de l'union de la majorité plurielle présidentielle. Tout à fait. Alors, c'est également un cas de concertation. Tout à fait. On parle de l'union. Tout à fait. Vous voulez dire que ce n'est pas la même chose que... Oui, vous voyez, et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que si tous ceux qui veulent supporter le président de la République peuvent le faire à sa manière. Là-bas, je pense qu'ils sont en train de chercher à prendre le pouvoir. C'est la seule différence. C'est la grande différence. Ce n'est pas la seule. La grande différence. Maintenant, la FCB est créée. Mais tout le monde, la FCB, c'est pas un parti, c'est une fédération de partis. Mais il y a des gens qui n'ont pas voulu être à la FCB. Mais est-ce qu'il faut refuser à ceux-là de ne pas venir supporter le président de la République? Non. Ceux-là aussi peuvent venir supporter le président de la République. Mais si nous supportons le président de la République ensemble, il faut quand même qu'il y ait un minimum qui nous lie. Si la SCB est là, et nous avons FAC, nous avons UNDP, non, on ne peut pas travailler en rang dispersé. Mais nous avons un objectif qui est là, c'est supporter le président de la République dans ses actions. Mais l'UMPP est un creuset de concertation. Ce n'est pas une structure qui aura des démembrements, par exemple dans les arrondissements et autres. Mais tout ce que chaque entité fait, il faut quand même qu'on se réunisse de temps à autre, de temps en temps, pour revoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous sommes tous dans la ligne tracée par le président de la République? Mais c'est un creuset de concertation. Ici, c'est un creuset d'unification. Ça ne veut pas dire que nous ne serons pas unifiés. Mais ce n'est pas unifié comme là-bas. C'est se concerter pour ne pas faire des actions disparates sur le terrain. Je ne sais pas si... Voilà un peu la différence. Alors, dites-nous, puisqu'on parle de l'UMPP, comment se portent aujourd'hui les forces Cori pour une émergence?
Les forces connues pour un Bénin émergent se portent bien comme un regroupement politique. Parce qu'un regroupement politique, ce n'est pas une association ou bien une collectivité. Et dans tous les cas, c'est la plus grande force actuellement sur le terrain, politique sur le terrain, quel que soit ce qu'on dit. C'est la plus grande force. C'est la plus grande force. Et tout le monde, d'ailleurs même vous les journalistes, vous reconnaissez cela. Parce qu'il y a des paramètres, il y a des critères. Les critères, c'est quoi? C'est les élections. C'est-à-dire pour savoir sur le terrain quelle est la plus grande force. Mais ce n'est que les élections qui peuvent dire. Les élections communales ont montré que c'est la plus grande force, largement la plus grande force. Parce qu'il n'y a pas, dans une commune où il n'y a pas de conseiller communal FCBE, il n'y en a pas. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez les moyens de quadriller tout le pays? Oh là là, les moyens humains, justement. Humains seulement. Nous avons les moyens humains de quadriller tout le pays. Et c'est ça qui est la force, justement. Mais les moyens financiers, quand vous avez beaucoup de... Si par exemple vous avez 100 francs, si vous avez 100 personnes, ça fait combien? Ça fait 10 000. Mais si vous avez 100 francs et vous n'avez que 5 personnes, ça vous fait combien? 500. Donc c'est normal que si plus vous avez d'hommes, plus vous avez de moyens aussi. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, les moyens humains au niveau de LCBE ont permis de quadriller tout le pays et d'avoir des élus municipaux et locaux dans tous les départements, dans toutes les communes. Je ne sais même pas, quand je dis département, c'est que vous allez croire que dans un département, il y a une commune où il n'y a pas LCBE. Dans toutes les communes du Bénin. Mais c'est une grande force. Dans tous les cas, je pense que ça fait peur aussi. Est-ce que vous continuez toujours d'être grande force au regard de la situation sociopolitique? Non seulement on continue. C'est vrai qu'il n'y a pas encore un examen pouvoir. Non seulement on continue, mais ça se renforce. Ah bon. Oui, ça se renforce parce que est-ce que vous êtes parti dans une commune aujourd'hui où il n'y a plus FCBE ou bien d'autres sont en train de venir? Au contraire, c'est que d'autres arrivent. Si d'autres arrivent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se renforce, justement. Ça, c'est aussi des critères d'analyse. Donc, nous autres, au niveau de Force Cori, et Bénin émergent là, nous sommes confiants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème entre nous. C'est normal. Le point de leadership, c'est partout. Le point de leadership se pose et c'est pour cela d'ailleurs. Il est arrivé à un moment où on ne peut pas parler de coordonnateur national de FCBE. Mais maintenant, on le dit. Ça veut dire qu'on est en train de se structurer de plus en plus. Et plus un groupe se structure, plus ce groupe devient fort. Le fonctionnement est aisé. Le fonctionnement est aisé. Donc, je pense que c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure. Nous autres, il faut que nous nous organisions pour le développement, pour accompagner le président de la République et lui dire de ne pas se décourager, de ne pas suivre les chantages. C'est lui qui va rendre compte. Si on lui dit de ne pas se précipiter et lui voit que je dois me précipiter à tel endroit, qu'il aille à grande vitesse. Moi, c'est un conseil d'ailleurs que je lui donne. Parce que nous n'avons pas de moyens. Vous croyez qu'on va rester en échange pour avoir les moyens? Ce n'est pas possible. D'autres ont dit, il a fait un gouvernement de 30 ministères et autres, pourquoi? Non. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre des choses superficiellement. Moi, si je suis président aujourd'hui, je vais faire un gouvernement de 40 personnes. Même si le pays n'a pas les moyens pour... Justement, le pays n'a pas les moyens. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est le développement. L'objectif, même avec le même moyen, je peux faire un gouvernement de 50. Comme je peux faire un gouvernement de 10. Ça dépend des objectifs. La notion d'efficacité et d'efficience. Attends. L'efficacité amène à dédoubler, à multiplier. Pourquoi? Je vais vous donner quelques exemples simples. Allez-y. Quand on disait ministère de la jeunesse, culture, et on a masse là. Le ministre qui vient ne s'occupe que d'une chose ou deux au plus. Tout ce que vous avez cité là, c'est à part. Mais si moi je veux que le sport marche, la jeunesse marche, la culture marche, mais je dois dissocier un peu.
Et quand vous avez vu, quand on a mis culture à part, vous avez vu ce que ça a fait. Entre-temps, quand on avait dit ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle, on a détaché. Vous avez vu ce que cela a fait. Et maintenant qu'on a mis ensemble, allez demander sur le terrain. Les établissements de l'enseignement technique, l'effectif est en train de diminuer. Dans tous les cas, moi je pense que pour aller efficacement, c'est le contraire. Il faut dédoubler. Quand vous mettez un ministre quelque part et vous lui confiez une ou deux tâches, vous allez voir des résultats plus que si vous lui confiez 5. Or, notre pays a besoin de quoi aujourd'hui? C'est ça qu'il faut voir, la vision. Notre pays a besoin de développement dans plusieurs domaines. Et il faut chercher encore à concentrer ces domaines-là pour étouffer certains. Moi, je pense non. Justement, par exemple, depuis longtemps, on a parlé du ministère de Mines, Énergie, et tout. Mais quand on a mis mine à part et autres, certains ont vu que c'est de bluff. Mais le ministre qui est là, a droit au résultat. Il doit se décarcasser. Et vous voyez, c'est-à-dire il fait tout pour montrer que lui aussi existe. C'est positif. C'est positif parce que... Vous voulez parler de quel ministère? Le ministère de Kassa. Voilà, richesse pétrolière. Oui. Mais vous voyez, mais il se décarcasse, il fait tout. On l'a vu au début. Voilà, pour montrer quand même que ce ministère existe. C'est-à-dire le ministère va exister par rapport à quoi? Par rapport aux résultats, non? Mais on n'a pas besoin de ces résultats. Mais avant, quand c'était au sein d'un groupe là, c'est un directeur tout simplement. Ce n'est pas la même chose. Nous avons besoin de résultats. Et si on a besoin de résultats, quand il y a une action d'un président de la République, il faut d'abord voir quelle est sa vision, quel est l'objectif à atteindre avant de critiquer. C'est pour cela que moi je dis, la multiplication des ministères et autres, ce n'est pas par rapport aux moyens, c'est par rapport aux résultats, c'est par rapport à ce qu'on doit avoir comme résultat. Parce que si par exemple le ministère des Mines commence par se développer aujourd'hui, et ça nous donne de résultats, mais ça peut compenser même ces dépenses dont vous parlez. Mais si on a peur de l'argent que nous avons pour ne pas mettre dedans, mais le retour sera quoi? Le retour sera néant, zéro. Mais si je mets 1 milliard, je peux avoir 10 milliards, c'est pas mieux de garder le 1 milliard là pour dire non, je suis pauvre. Non, je pense que le président Dr Yahya Boni est un homme de développement. Il en a assuré. Et il sait que le développement est au-dessus de tout. Et à partir de ce moment, lui ne réfléchit que développement. Et on constate cela. On dit que le président de la République sort trop. Mais sortir veut dire quoi? Rester à la présidence veut dire quoi? Il est fait pour rester à la présidence et recevoir les gens. C'est ça qu'on veut. Il est président de la République. Il est le chef de l'État. Il doit avoir sa vue sur ce qui se passe pour donner un bon résultat. Mais on dit la confiance n'exclut pas le contrôle, ce n'est pas ce qu'on dit. Donc à partir de ce moment où on sait que le président de la République descend sur ce terrain-là à tout moment, je pense qu'un minimum doit être fait. Mais si nous pensons que le président de la République ne viendra pas ici, nous sommes des hommes. La gestion ne serait pas la même. Moi, je dis, s'il doit sortir, laissez-le sortir. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est le résultat. C'est ça qui est important. Et chaque fois, on cherche à critiquer ce que le président de la République fait tout simplement, sans analyser. Critiquer ne veut pas toujours dire analyser. Moi, j'invite les Béninois à plutôt analyser que de critiquer. Parce que quand vous critiquez trop, et la personne continue, mais arrêtez pour voir. Mais on est en train de critiquer, il continue dans cette vision-là. Pourquoi? Et retourner à l'analyse. C'est l'analyse qui va nous permettre de savoir pourquoi il est en train de faire comme ça, justement. Parce que nous sommes dans un pays, on est tombé dans un pays délabré. On est en train d'évoluer, on veut encore nous tirer vers le bas. Non, on ne tire pas vers le bas un pays, le développement d'un pays. On aide à évoluer, même si on veut venir au pouvoir, il faut que le pays évolue. Si cela vient à un niveau avant que vous n'arriviez,
vous allez continuer aisément. Mais si vous cherchez parce que c'est lui qui est là, nous devons chercher à détruire. On va tout faire pour le chicaner. On va tout faire pour l'embêter. On va tout faire pour l'étouffer. On va tout faire pour qu'il ne fasse pas. Mais on n'est pas en train de faire du bien au pays. Donc, dans tous les cas, moi, je pense que j'invite le peuple béninois à avoir la patience de savoir qu'on était immergé, qu'on veut émerger. C'est d'abord l'objectif premier. Il ne faut pas qu'on oublie vite d'où on est parti. Il ne faut pas qu'on oublie vite. C'est sincère. Vraiment, Alors, puisque on parlait tout à l'heure du cas d'espèce des nombres de ministères, je parlais du gouvernement. Oui. Alors, puisqu'il y a un autre gouvernement qui se pointe à l'horizon, et si le chef de l'État décidait donc de réduire le nombre de ministères, que diriez-vous? Si le chef de l'État décide de réduire, ça dépend de lui. Moi, je l'invite à ne pas écouter ceux qui disent de réduire pour réduire. Il faut bien me comprendre. Oui. S'il voit que s'il réduit, ça ne porte pas entorse au développement, il peut réduire. Mais si c'est parce que les opposants ou certaines personnes, tout le monde demande qu'il faut réduire, et si c'est ça qui l'amène à réduire, moi je ne suis pas pour. Dans tous les cas, c'est ce qui est pour le développement que moi je cherche. C'est-à-dire, si laisser le nombre doit nous permettre d'aller en avant, il garde. S'il faut augmenter pour aller en avant, il augmente. Maintenant, s'il réduit pour pouvoir, parce que nous disons que c'est trop, tout simplement, non, je ne suis pas partant. Alors, puisqu'on parle de la formation du nouveau gouvernement qui jusque-là tarde, on annoncerait votre entrée probable au gouvernement. Partiriez-vous ou resteriez-vous à l'Assemblée nationale? Non, je pense que, vous voyez, c'est le chef de l'État qui est le chef de gouvernement. C'est lui qui fait son gouvernement. Et tous ceux qui sont de la mouvance présidentielle sont appelés à travailler avec le chef de l'État. Cela ne dépend pas de l'individu. C'est le chef de l'État qui sait que maintenant je voulais te confier telle chose, je voulais vous confier ça, je voulais vous confier ceci. Et si vous êtes au développement, vous analysez avec lui, vous trouvez que là c'est positif, je peux aller travailler avec lui, mais vous direz, ça ce n'est pas, c'est d'aller une obligation. D'aller au gouvernement. Ce n'est pas une obligation d'aller au gouvernement. C'est d'aller une obligation de répondre à son appel, à n'importe quel poste. S'il trouve qu'à l'Assemblée, vous êtes utile et que c'est là où vous devez rester, mais acceptez, restez là. S'il trouve que vous devez être un directeur quelque part, parce qu'il trouve que votre capacité doit lui permettre de faire le développement là, mais si vous n'acceptez pas, mais ça veut dire qu'il y aura même quelque chose. Alors, si lui pense comme ça et que vous pensez que vous n'avez pas les capacités requises pour le faire, que feriez-vous? On discute. On discute. C'est-à-dire, on voit. C'est dans les échanges qu'on verra celui qui a raison, tout simplement. Mais on ne va pas rester là pour dire, je n'ai pas la capacité. Et lui aussi va dire, bon, vous n'avez pas la capacité. Ça, c'est dans les échanges. Si, par exemple, on échange et on trouve que, bon, j'avais pensé cela, mais j'ai trouvé, d'après ce que vous avez dit, que ceci est utile, plus que ça, et vous choisissez. Ensemble. Parce qu'on n'est pas là pour s'imposer au président de la République. Mais si vous trouvez que quelque chose est positif, il ne faut pas hésiter à le lui dire. Tout simplement. Alors, revenons à la question, de façon claire. Oui ou non? Si on vous appelait au gouvernement, partiriez-vous ou resteriez-vous à l'Assemblée nationale? Mais si je trouve que c'est utile, là où il me met, et que je dois faire un développement, mais j'accepte. Ça, c'est normal. Pourquoi je vais dire je vais refuser aller alors que je suis dans le mouvement? Mais si je suis dans le mouvement, je vais refuser pour le plaisir. Mais il n'y a pas... Je ne sais pas. Vous avez été déjà contacté en temps? Non, jamais. Je n'ai jamais été contacté. Même pas encore de dépôt de CV ou pas de... Non, jamais. Je n'ai jamais été contacté. Je sais que je suis député à l'Assemblée et je m'efforce à être un bon député à l'Assemblée. C'est d'abord ma mission. On sait aussi que parfois on est nommé avec surprise. On se lève un jour, on entend son nom. Ça vous ferait plaisir, ça vous ferait plaisir quand même. Si c'est un président de la République qui te nomme avec surprise, pas et ça ne te fait pas plaisir, mais là, tu n'es plus un homme. Comment? Mais il y a quelque chose.
on donne des combats via. Je ne comprends pas. Ça c'est bizarre. Le président de la République te nomme par surprise et à partir de ce moment, vous commencez à pleurer ou bien vous avez dit pourquoi il m'a fait ça. Mais vous rapprochez de lui. Il doit avoir ses raisons. Dans tous les cas, moi, je pense que ça ne soit pas surprise, que ça ne soit pas contact et autres. C'est le président de la République qui est aujourd'hui notre patron, quel que soit ce qu'on dise. Merci. Alors, un autre registre au cours donc de cette émission, l'envoi et le retrait systématique de l'IGE à la Bourse du Travail. D'abord, pourquoi l'envoi en ce moment-là? Et ensuite, allez-y d'abord. Et pourquoi l'envoi à ce moment-là? Oui. Et il faut poser cette question à l'IGE pour savoir pourquoi l'envoi à ce moment. Au chef de l'État. Ce n'est pas à moi de savoir pourquoi. Mais est-ce qu'il y a un moment là pour une vérification? Il faut s'attendre à tout moment à une vérification. Oui. Pourquoi ce moment-là? Il n'y a pas de moment là. Oh non, vous savez que pour analyser un fait, oui. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faudrait pas que les Béninois cherchent à critiquer, mais chercher plutôt à analyser. Oui. Alors on ne peut pas analyser un fait sans le placer dans son contexte. Je suis totalement d'accord. Alors, à un moment où... Mais le contexte qui est ici, le contexte qui est là, on dit à ce moment-là, mais à quel moment il faut envoyer? C'est une question que je vous pose, vous journalistes. À quel moment il faut envoyer? Quel est le moment? Si, par exemple, je viens envoyer l'IGE quelque part, et les gens commencent par ça, je dis, ah non, il ne faut pas envoyer d'abord. Non, où il y a déjà je ne dirais pas agitation, mais il y a déjà enfin, la situation n'est pas aussi... Dans tous les cas, si moi je suis un syndicaliste, on envoie à n'importe quel moment, je n'ai rien à dire. J'accepte et je démontre ma bonne foi de gestion. Et c'est ça qui va me rendre plus crédible. Il n'y a pas de moment là. Il n'y a pas de moment là. Donc si le président envoie, et même si on critique, on dit à ce moment, mais au contraire, je vais conforter ma position pour dire non, restez. C'est, en tout cas, moi je pense que c'est plus vrai. Puisque après que on a remarqué un certain nombre on aurait appris que les syndicats auraient menacé. Et finalement le chef d'État a dû rebousser chemin. Et il y a eu beaucoup de choses, on dit que c'est devenu l'instrument de politisation et autres. Encore que les syndicats ont affirmé ne pas avoir exigé au chef de l'État forcément de ils l'ont affirmé. Oui, ils l'ont affirmé comment? Dans tous les cas, moi je remercie beaucoup le chef de l'État pour cet acte-là. D'avoir retiré. Pourquoi? Ce n'est pas le chef de l'État qui a pris la décision unilatéralement de retirer. Je ne sais pas si vous avez suivi le processus. C'est le président du Conseil économique et social qui a... Parce que vous savez que cette institution-là regroupe tout. Il y a les syndicalistes, il y a les... C'est le lieu même du peuple béninois, là, ça, en action. Puisque c'est le social. C'est le social, c'est l'économie. Mais c'est lui qui a décidé ou bien qui a lancé cette procédure que toutes les institutions se regroupent avec les syndicats et le président de la République pour discuter de cette affaire. Et c'est après cette séance que le président de la République a retiré. Si, par exemple, ils avaient discuté avec toutes les institutions et que le président de la République a pris cette décision, il faut savoir que c'est parti de quelque chose. Et j'apprécie cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République est à l'écoute de ces institutions-là. Mais si, par exemple, ils avaient fait ça, je suppose que les institutions disent, bon, comme vous l'avez dit, le moment ne s'y prête pas à être, et qu'ils s'entêtent, c'est nous-mêmes qui allons commencer par crier encore. Les syndicalistes qui vont commencer par crier encore. Dans tous les cas, moi, je dis, si après une telle grande réunion, le président de la République retire, il ne faut pas dire que c'est instrumentalisé. Il faut apprécier, il faut l'applaudir, il faut dire, il veut la paix, tout simplement. Maintenant, il appartient aux syndicalistes de dire non. Pour montrer notre créativité, monsieur le président de la République, on a dit tout ça là. Laissez-les gérer. C'est ça que j'attends maintenant. Si ils le disent, c'est très bon. Ils ont semblé le dire. Oh, semblé. Je veux qu'ils disent à l'IGE de venir maintenant. Que la situation est décantée pour que l'IGE arrive.
Oui, parce que maintenant, il n'y a plus de confusion. Le président de la République a retiré. C'est là la vraie crédibilité maintenant. C'est-à-dire, la situation est telle que les syndicalistes vont demander maintenant à l'IGE de venir vérifier. Parce qu'il y a l'appel là maintenant. Il n'y a plus de problème. Donc, moi, j'invite vraiment les responsables syndicaux à prendre leurs décisions. Alors, est-ce que, honorable Sylvain Zoum, oui. dites-nous, est-ce que ça veut dire que dès que l'IGE va se pointer un jour à la SONAPRA ou à la SPE2E, les gens vont commencer par crier. Quand les gens vont commencer par crier, le chef d'État va encore rebousser sur vous. Justement. Et vous-même, vous voyez que nous sommes en train de dire une chose de son contraire. Et on a envoyé l'IGE chez les syndicalistes. Ils ont commencé par crier. Ils ont commencé à dire que c'est mauvais. Et je dis que le président de la République n'est pas resté là tout simplement pour retirer. C'est après une concertation demandée par le président du Conseil économique. Et c'est à partir de là qu'on a retiré. J'espère que ce n'est pas pour cela qu'on va envoyer à la SONAPRA, ils vont commencer par s'agiter. D'ailleurs, ça m'étonnerait qu'un autre président d'une institution se lève encore pour dire ça, il faut aller retirer. Ça m'étonnerait. Et je ne le souhaite même pas. Il ne faut pas que cela fasse peur au président de la République. L'envoi de l'IGE dans les sociétés, dans les endroits où les fonds de l'État se gèrent, moi, je supporte sincèrement le président de la République à continuer dans ce sens-là. Mais ce qui s'est passé avec les syndicalistes, moi, je pense que c'est salutaire tout simplement. D'accord. Alors, nous allons rester un peu dans ce domaine donc, des centrales syndicales. Nous allons écouter à ce propos le SG Dieu le Koussou. D'accord. C'est l'impression que vous avez. Dans une organisation, il y a plusieurs personnes. Je ne suis pas un homme orchestre. Il y a d'autres engagements pris par le gouvernement. Parce que, entre autres choses que nous reprochons au gouvernement, ce n'est pas... Honorable Sylvain. Oui. Réaction. Non, justement. Je pense que il a parlé de dialogue social. J'ai déjà parlé de ça tout à l'heure. Je dis, c'est pour ça que je le salue encore. Je le salue parce que il y a une initiative d'un président d'une institution. Et ça s'est passé. Mais il a dit là, tout à l'heure, que lui n'a pas refusé. C'est-à-dire, il ne veut pas de retrait. Nous sommes d'accord, c'est lui ça. Et il a parlé de CSA. Il n'a pas parlé des autres centrales. Il a parlé de lui. Il ne peut que parler que de lui. Ce qui est logique. Mais c'est ensemble qu'ils faisaient des actions quand même. Si lui le dit, est-ce que les autres aussi disent la même chose? Dans tous les cas, ce n'est pas ça qui est l'important. Ce qui est sûr, il y a eu quelque chose, une concertation et une décision est prise. Et comme je le dis, maintenant, s'il y a des centrales qui veulent, parce que moi je ne sais pas comment l'argent va là-bas. Lui-même il dit qu'il ne sait pas. Moi je suis embrouillé là. Dans tous les cas, ce qui est sûr, on sait qu'il y a décaissement pour eux. Il y a de l'argent qui est géré là et qu'on veut aller contrôler. Mais je ne sais pas si c'est chaque centrale qu'on contrôle ou bien s'ils ont une méthode de gestion. Je dis maintenant qu'on a demandé le retrait. S'il y a des centrales qui veulent qu'on vienne, mais ils n'ont qu'à le dire pour qu'on aille. Je ne sais pas. Mais on dit que le chef de l'État fait de la comédie. Non, ce n'est pas de la comédie. Je pense que le chef de l'État ne fait pas de la comédie là. Le retrait n'est pas une comédie dans ce sens. Moi, je pense, et en même temps qu'il parle de dialogue social, il parle de comédie. Mais il y a une contradiction. Les gens se sont réunis. Ce n'est pas son avis seul qui doit passer. S'il y a une concertation et une décision est prise, bon, il n'a qu'à se conformer tout simplement à cette décision-là, au lieu de parler de comédie. Donc, à leur côté, honorable, à leur côté, on a vu la centrale ou la Confédération générale du travail de France venir soutenir leur consoeur du Bénin. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oh, mais une relation internationale est toujours souhaitée. Vous savez, c'est sûr qu'ils ont dit des choses de fond entre eux qui ne sont pas livrées à nous. Ça là, c'est sûr. Parce que ce n'est pas ce qu'on est venu dire à la table, à la télé là. Je ne pense pas que c'est ça qui serait retenu. Dans tous les cas, moi, j'ai suivi quelques fois la télé et
le SG Azoa et celui qui est venu. Oui, voilà. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai vu le comportement du SG Azoa. Je n'ai pas senti le SG Azoa dans sa peau de quotidienne. C'est-à-dire, j'ai vu un SG Azoa un peu fécond. C'est-à-dire, plus... je sens un responsable. SG Azoa. Pourquoi? Parce que, même, entendez un peu ce qu'il dit. Il ne dit plus les choses avec zèle, avec le comportement auprès de l'étranger. Moi, j'ai apprécié. Il est resté un peu plus calme. Et c'est ça que je souhaite. Si après le départ de celui-là, il peut garder ce comportement, ce serait vraiment salutaire. Sinon, c'est un constat personnel que moi j'ai fait. Chaque fois que je le vois en train de parler, mais non, mais je me suis demandé, mais comment? C'est le SG Azoa, notre SG Azoa, ou bien il est parti d'abord en France et est venu avec l'autre, ou bien c'est ici qu'il est venu, l'autre est venu le voir. Sincèrement, à table à deux. Mais je trouve même que parce que celui qui est venu là est encore plus chaud que lui. Dans tous les cas, moi je pense que ces échanges-là doivent nous permettre, par exemple, d'avoir le comportement qu'il a eu, que je trouve salutaire. Je le remercie beaucoup pour qu'il continue dans ce sens-là. C'est sincère parce que quand nous parlons aujourd'hui de SG, secrétaire général Azoa, de CSTB, quand nous parlons de l'OCOSU, non, notre institution, c'est des institutions civiles. Ça a besoin de crédibilité. Même si ce que vous voulez dire, vous ne dites pas dans la forme qu'il faut, ça ne donne pas de crédit à l'institution. C'est-à-dire, il y a des choses qui m'ont frappé pendant les grèves. Prenons par exemple les grèves du personnel de la santé. Mais il y a des jours quand on montre cela à la télé, mais je suis frustré. Je suis frustré, je me suis demandé, mais il ne faut pas que ces choses-là aillent à l'extérieur. Il y a un jour où on a montré les grévistes avec des banderoles, avec tam-tam, et en même temps on montre les malades qui souffrent. Je ne sais pas si c'est exprès, c'est touchant. Alors que ceux-là s'occupent des hommes, ils ont prêté serment. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas gréver, mais la forme au moment de danse, on se prend, même au cou, des choses comme ça, et des gens meurent, et on refuse un minimum. Vraiment, je ne connais pas les règles de leur statut et autres, mais humainement, ça gêne. Ça gêne. Dans tous les cas, moi, je ne refuse pas les grèves, mais je dis à nos responsables de voir la forme pour quand même on ne dise pas que les Béninois ne font pas autre chose. C'est une grande préoccupation pour tout le monde. Et en tant que député, moi, j'ai fait une petite investigation par rapport à cette route-là. Et ce que j'ai eu comme résultat est un peu inquiétant, mais qui ne dépend pas du gouvernement. Vous savez, c'est une société qui est arrivée, qui était là avant l'arrivée du président de la République actuelle. Et je ne sais pas si c'est vraiment ça. Il y a des sociétés qui ont des problèmes au niveau de leur banque. Et le gouvernement, quand après signature, on ne peut verser l'argent que dans ces banques-là. Et quand l'argent va dans le compte de ces sociétés, c'est absorbé. Ça crée des problèmes à ces sociétés. Et quand j'ai eu ces explications, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour savoir si cette société n'est pas dans cette situation-là? Parce que
ce que le gouvernement a déboursé jusqu'à présent, c'est-à-dire la société doit être déjà beaucoup plus avancée que ça. Et voilà que le gouvernement a déboursé et ils sont statiques. Alors moi, je demande, c'est une analyse personnelle, comme je le dis, à partir de ce moment, est-ce qu'on ne peut pas aller voir si cette société n'est pas dans cet état où chaque fois qu'on envoie des milliards, c'est absorbé. Si c'est absorbé, la société ne peut pas avancer. Maintenant, moi, je ne connais pas les procédures pour arrêter la société ou pas. Si vraiment, si c'est cela, il faut qu'on trouve une solution. Je ne suis pas technicien pour le dire. Mais c'est dommage que l'État fait un effort et à cause d'une société, on n'ait pas les résultats escomptés. Et par rapport au voyage du président de la République, je prends à partir du bas comme ça, mais je ne suis pas financier, je ne sais pas combien ça coûte un voyage. Mais ce que ça coûte un voyage, par rapport à ce que ça rapporte, c'est ça qu'il faut aller voir. Et je n'ai pas fait cette investigation pour donner vraiment des réponses adéquates. Dans tous les cas, tout ce que je peux dire, un président de la République ne peut pas rester chez lui et avoir de l'argent pour développer un pays. Ça m'étonnerait. Surtout que quand vous êtes pauvre, il faut aller chercher l'argent. Ça, c'est ce que je vais dire tout simplement à cet auditeur-là. D'être patient et de ne pas voir le voyage, mais de voir ce que le voyage produit. C'est plutôt ça qu'il faut voir. Par rapport à l'affaire Sensad, et on me dit d'être honnête. Honnêteté, je ne suis pas l'IGE, je ne suis pas gouvernement. Mais c'est des constats. On parle de 2 milliards. Mais tout ce qu'on peut reconnaître quand même est que, même s'il y a erreur de gestion, mais le chef de l'État a commis l'IGE à aller voir, a demandé à l'IGE d'aller voir. Il vaut mieux tard que jamais. L'IGE est parti voir. Il a eu un résultat. Et nous sommes dans un processus, il y a une procédure en cours. Mais il n'a pas mis les résultats dans les tiroirs. Il a commencé par exploiter ces résultats-là. Moi, je dis encore une fois qu'il faut saluer l'acte, même si on est contre lui. Et il faut l'encourager maintenant à aller. Mais moi, j'ai entendu un peu les commentaires. Mais certains ont même dit que qu'il sacrifie les ministres, qu'il sacrifie tel que... Non. Est-ce une manière de le décourager à ne plus jamais faire ça? Je me demande. Je ne dis pas qu'il y a de mauvaise gestion au niveau de Sensad. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a de mauvaise gestion dans le pays. La mauvaise gestion dans le pays, mais ça date de longtemps. Nous avons des milliards qui s'envolaient depuis. On dit que c'est maintenant qu'on parle de milliards. Non, ce n'est pas vrai. Avant, on ne parlait pas de millions. On parlait des milliards aussi. Mais on n'a jamais mis ça sur table. Au moins une fois que c'est fait et qu'on crée de polémiques autour. Moi, je pense qu'il serait mieux qu'on encourage à le faire. Même s'il y a détournement, c'est un État, c'est un gouvernement. Dans tous les pays, il y a des malversations. Ce n'est pas bon que ça continue. Moi, je pense que si nous devons tout faire pour aider le président de la République, à commencer au moins par faire un minimum pour arrêter ce genre de choses, donc il faut qu'on le fasse. Dans tous les cas, je n'ai pas tous les éléments pour apprécier plus. Maintenant, nous parlons de GEF. J'ai dit dans mon développement que c'est des grands politiciens. Mais je rends... Moi, par exemple, le président Moussou Bruno n'est pas n'importe qui en politique. Mais il faut voir son parcours depuis étudiant jusqu'à cet âge. Mais si le président Moussou est dans un groupe et qu'un acte est posé, je dis ça nécessite de réflexion. Ça doit être profond. C'est pour cela que quand j'ai lu les articles, j'ai dit que je suis resté un peu sur ma faim. Pourquoi? Parce que
un grand politicien comme ça qui est là, et qu'on nous a, les articles que j'ai lus, j'ai compris que le grand politicien est dedans. C'est ça que je dis. Je ne dis pas que ce qui est fait est mauvais. Ça veut dire qu'il y a des choses encore qui ne sont pas dites là. Et le grand politicien a vu qu'on ne peut pas nous sortir ça. Ce qu'il faut nous sortir, c'est ceci. Et je dis, par exemple, à celui-là, moi j'ai eu des expériences de lui. Et je le respecte beaucoup sur le plan politique. On ne peut pas écarter aujourd'hui Amos Obrino sur le plan politique. Le président Amos Obrino, c'est un grand. Et c'est pour cela que je suis en train d'attirer votre attention tout simplement sur ce qui reste et qui n'est pas dit là. Ce qu'on nous a donné ici, c'est d'abord pour nous calmer, pour montrer que nous existons toujours. Voilà, par rapport à cela, je n'ai pas du tout minimisé et dit que ce qui est là, mais je dis ce qu'on nous a donné là, ici, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui est dit. Moi, j'ai l'impression que ce qui est dit est encore quelque part. Et mais ce qu'on nous a donné, moi, je dis non. Je ne suis pas encore convaincu de ceci. Mais maintenant, oui, allez-y, surtout la HAC. La HAC. Bon, vous voyez, c'est-à-dire quand une institution arrive, et si nous ne savons pas faire, on déroute. On cherche à dérouter l'institution. C'est-à-dire l'équipe qui arrive. Je ne connais pas les procédures de la HAC. Je ne sais pas si l'acte qu'ils ont commis là, est une erreur ou pas. Mais si ça suit son cours normal, si, par exemple, cet acte-là répond à quelque chose qui est logique, qui est normal, qui est dans le document, mais sincèrement, ce n'est pas parce que c'est fait par rapport à telle personne, qu'il faut commencer par étouffer. On dit que M. Tovoy-Idré, Martial a écrit, mais c'est sûr qu'ils ont confondu cela au professeur Tovoy-Idré. Et ils ont dit, si celui-là a écrit, ça veut dire que ça a un effet spectaculaire. Non, rangeons-nous un peu. Voyons ce qui est fait. Et allons voir si ce qui est fait normalement. Si c'est normal, cessons de critiquer. Quel que soit, comme on a dit, est-ce que le moment est bon? Est-ce que le moment n'est pas bon? Non. Je ne veux pas trop me prononcer dessus. Parce que je ne connais pas les textes. Je ne sais pas si ce qu'ils ont fait se trouve dans la logique ou bien dans la procédure normale. Mais je demande, si c'est dans la procédure normale, ne voyez pas que c'est précipité, ne voyez pas que c'est vite allé. Il faut dire, c'est bon, c'est ce qu'on vous demande de faire. Si la HAC est là, la HAC n'a qu'à travailler selon les tests. Et s'il travaille selon les tests, il faut laisser la HAC travailler. On parle de la commission d'enquête du président de l'Assemblée nationale. Et la commission d'enquête a fini son travail. Et je pense que nous avons des procédures à l'Assemblée nationale. On parle de la commission d'enquête pour la gestion du président de l'Assemblée nationale. La gestion du président de l'Assemblée nationale n'est pas une petite affaire. Quand on dit le président de l'Assemblée nationale, il y a tout un entourage. C'est-à-dire, ne croyez pas qu'on est parti, la présidente de l'Assemblée nationale, venez dire comment vous gérez. Donc, il y a plein de commissions d'enquête au niveau de l'Assemblée nationale. Je fais partie même d'une commission. Mais ce n'est pas... Moi, je fais partie d'une commission où... Mais pour faire, nous avons changé un peu de méthode. La commission sur les offices à caractère social que le gouvernement a envoyé un projet de loi. Mais avant, on reste entre les quatre murs et on faut... Mais nous avons dit non. Il faut aller sur le terrain. Et nous avons entrepris une tournée qui nous a coûté des jours d'abord. Parce qu'il faut aller écouter. Il y avait une ancienne loi qui existe. Et pour modifier, non, il ne faut pas voir seulement ce que le gouvernement fait. Nous sommes partis sur le terrain. On est parti dans les CHD, on est parti dans les offices qui existent. On est parti même dans des directions qui ont un caractère office pour aller les écouter. Parce que tel que ça fonctionne, ne marche pas. Et c'est quand nous avons connecté tout ça qu'on est revenu maintenant
pour faire une synthèse et faire le rapport. Donc, ne croyez pas qu'une commission, parfois on dit même la commission, vous avez un mois, c'est faux. Dans tous les cas, nous ne sommes pas partis en tournée pour aller donner les résultats des commissions. Les résultats des commissions, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à une tournée qu'on va Alors, honorable, le temps est définitivement parti. Je crois que vous avez quand même pu répondre à presque toutes les questions. Il a parlé de l'école des handicapés. Je suis effectivement l'élu de Cotonou. Mais vous voyez, je ne suis pas Dieu pour savoir tout à Cotonou. Si on ne porte pas quelque chose à mon niveau, je ne peux pas le savoir. Mais cette école-là, j'ai été conseiller technique au ministère de l'enseignement technique, j'ai été DAC au ministère de l'enseignement technique, je connais l'école. On a même fait une délégation pour aller dans cette école et on a parlé de déloger l'école pour aller mettre ça. Mais les gens de Vertocor n'ont pas voulu alors que ça se trouve dans une zone insalubre. Et on a construit quelque chose, ils ont trouvé que c'est trop loin pour aller là-bas. Maintenant, je ne sais plus comment c'est géré. Vous voyez, bon, il y a... D'accord. Honorable, je crois que le temps est définitivement parti. Vraiment... En une minute, dites-nous, on vous a vu ces derniers mois aux réseaux sociaux. Il a parlé quand même d'analyse critique. Je n'ai pas dit de ne pas critiquer, mais j'ai dit après ça, il faut analyser. Oui, d'accord. Voilà, dites-nous, vos réseaux sociaux. On vous a vu la dernière fois dans votre localité, vous avez remis des fournitures scolaires. Est-ce que ce n'est pas des fins politiques? Bon, justement, je suis homme politique. Même si je fais quelque chose de développement, on va mettre ça sous le couvert politique. Mettez ça sous tout le couvert que vous voulez. Mais je n'ai pas fait de tapage avec télé. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai fait dans un sens d'aide